Madame, Monsieur, bonsoir. En Côte d'Ivoire, comme partout sur le continent africain, une réalité est partagée par tous les pays. C'est que les jeunes et précisément les adolescentes sont sexuellement actives beaucoup plus tôt que les générations précédentes. Depuis, la prise en compte de la santé sexuelle et reproductive de l'adolescente préoccupe les gouvernants et les parents. L'une des solutions prises reste l'accès aux produits contraceptifs, mais le sujet divise dans l'opinion. Dans ce numéro de Ça fait débat sur Business 24, nous en parlons. Faut-il conseiller les produits contraceptifs aux adolescents? Quel est l'état des lieux de la disponibilité et comment améliorer leur accessibilité? A tout de suite pour le débat. Santé sexuelle et reproductive, les enjeux de l'accès des adolescentes aux produits contraceptifs. Pour en parler, je suis en compagnie sur ce plateau de 4 invités. D'abord de M. Mabul Clan, qui est pasteur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue dans notre studio. Merci. Le deuxième invité de cette émission est bien Madame Kamara Aminata, assistante sociale en formation à l'Institut national de formation sociale à Abidjan. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue dans notre studio. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le troisième invité de cette émission, Ça fait débat sur Business 24, est Dr Yaoundri Nathalie, directrice des programmes de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. Bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Le quatrième invité de cette émission est monsieur Ban Yebois, enseignant conseiller de direction au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, justement, à la fin de cette émission, nous allons recevoir un jeune engagé dans la question de la santé sexuelle et de la reproduction. Avec lui, il viendra porter la voix des jeunes qui concerne la contraception. Donc, à la fin de cette émission. Alors, le constat est là, chers invités, les adolescentes sont sexuellement actives de plus en plus tôt. Qu'est-ce qui explique cette précocité sexuelle chez les jeunes? Je commencerai peut-être par vous, docteur, pour que vous nous expliquiez ce qui explique cette précocité sexuelle chez nos jeunes. Okay. Merci beaucoup. Merci de nous donner l'opportunité d'échanger sur cette question. Et donc, je dirais effectivement, oui, la précocité de la sexualité chez les adolescents est une réalité, aussi bien dans bien de pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi ici en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que depuis 2012, il y a eu cette sonnette d'alarme qui a été donnée au niveau des grossesses chez les adolescents et les jeunes qui sont scolarisés. Et donc, la ministre de l'Éducation nationale à son temps a conduit la campagne. Je pense que M. Ban va revenir sur cette campagne. Et donc, depuis, cette question est une préoccupation parce que malgré les interventions qui se font, mais le constat est que les grossesses chez ces adolescents persistent, donc qui témoignent de la précocité des rapports. Et cela pourrait s'expliquer aujourd'hui par le fait que, dans bien d'autres raisons, aujourd'hui il faut dire que les adolescents et jeunes n'ont pas beaucoup de temps à passer avec les parents. Beaucoup de parents sont aujourd'hui occupés, qui sont en activité, qui partent le matin, tout le monde court, sort de la maison à 6 heures, revient pratiquement autour de 20h, 21h. Certains enfants dorment. Le week-end, on est encore parti pour d'autres activités qui sont sociales. Et donc, il n'y a déjà pas cette communication avec les parents. Ensuite, il faut dire aussi qu'il y a les réseaux sociaux pour lesquels nos enfants sont beaucoup accrochés. Et sur les réseaux sociaux, les enfants passent chercher les informations qu'eux-mêmes ils veulent. Et nous savons tous que sur les réseaux sociaux, il y a des bonnes informations, mais il y a aussi beaucoup d'informations erronées que nos enfants vont chercher et qui les amènent à avoir des comportements qui ne sont pas très catholiques. Et aussi, on pourrait citer, en ce qui concerne l'éducation, les collèges de proximité, les enfants qui vont dans d'autres villes, qui sont confrontés aux problèmes des tuteurs, qui sont parfois eux-mêmes leurs propres tuteurs, donc sans surveillance d'adultes, et donc ils prennent leurs propres décisions. Donc, dans bien d'autres raisons qui pourraient vraiment expliquer cette précocité de rapports sexuels chez ces adolescents et jeunes. On parle des jeunes, des adolescentes. Il s'agit des jeunes de quel âge, madame? Quand on parle d'adolescents,
on prend les jeunes de 10 à 14 ans, les adolescents. Et si nous voulons parler des jeunes, nous allons parler de 15, parfois certains disent 18, mais 15 à 24 ans. Alors, dites-nous, monsieur Ban Yeboah, quel regard jetez-vous sur cette question? Oui, je pense que, en tant qu'enseignant, nous remarquons effectivement que les adolescentes sont sexuellement actives. Mais la question, c'est de savoir, y a-t-il une majorité sexuelle en Côte d'Ivoire? Quand on définit la majorité civile, la majorité pénale, avons-nous une majorité sexuelle? Ça, c'est une question. Peut-être ce que je peux dire simplement, il y a une question d'encadrement des enfants, de la part des adultes que nous sommes. Quand il y a un relâchement dans l'encadrement, alors l'enfant s'auto-éduque. D'ailleurs, rechercher l'information sexuelle, la diffuser, fait partie des droits sexuels des enfants, des adolescents, de tout le monde d'ailleurs. Donc, ce n'est pas un délit, un crime pour eux de rechercher l'information sexuelle, mais il faut les encadrer. Quand on ne les encadre pas, ça donne le résultat que nous voyons. C'est ce que je peux dire. Et au niveau de l'enseignement, à quel niveau, dans quelle classe est-ce qu'on retrouve ces enfants activement sexuels? Quelques décrits ici. Non, en fait, les enfants ne sont pas cantonnés dans un niveau. C'est toute l'école. C'est tous les enfants qui n'ont pas peut-être bénéficié de l'encadrement. C'est un besoin biologique. Ne cachons pas le soleil avec la main. On a tous été adolescents avant d'être adultes. Quand on n'est pas encadré, arrivé à un certain moment, on est plus ou moins tenté. Il ne s'agit pas d'une classe précise, mais on est un peu, je vais dire, on s'étonne un peu quand ça vient des enfants qui sont à peine du cycle primaire et qui atteignent le cycle secondaire. Mais c'est la période de l'adolescence. Elle a parlé de 10 ans. 10 ans jusqu'à 17 ans. Si vous voulez, à cette période-là, on atteint le collège, on a une certaine métamorphose, on est curieux de savoir ce qui se passe autour de nous, on est tenté, c'est dans le corps que ça se passe. Voilà. Donc, si on n'est pas encadré, on va se donner au plaisir, on va se donner à la tentation, et ça aboutit à un résultat, peut-être que nous les adultes, que nous ne souhaitons pas. Voilà. Madame Camara, j'ai envie de vous poser la question de savoir, vous, dans la société, au niveau du ministère ou bien de votre service, comment est-ce que vous observez, vous parvenez donc à déceler ces enfants qui sont sexuellement actifs? Par rapport aux visites que les parents font avec nous, à des enfants, par exemple par les viols, souvent les enfants sont violés, viennent vers nous. Et on constate que il n'y a pas... D'abord, il y a le problème des parents, d'abord, à la base. Là-bas, il y a les parents. Il y a un manque d'éducation. Il y a un relâchement même des parents, en fait. Mais qui viole nos enfants, Madame Camara? Puisque vous avez parlé du problème de viol, quels sont ceux, vous avez répertorié certainement, qui sont ceux qui violent nos enfants? Souvent, il y a le voisinage. Il y a un élève, un voisin, ça dépend des cas qui viennent vers nous. Pasteur, dites-nous, quelle est la leçon, du moins, qu'est-ce que l'Église dit dans ces conditions où nos enfants se trouvent être violés à tout bout de champ? Merci pour... Aujourd'hui, on parle de santé sexuelle. Oui. À bas âge, les enfants, on remarque que les enfants sont sexuellement très tôt prise en compte. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci pour cette opportunité. Concernant l'Église, nous voyons plusieurs niveaux. Nous, les guides spirituels, ça nous parvient, les témoignages des parents. Des fois, nous le voyons même à l'Église. Et je peux dire comme ça que à l'Église, on ne parle de sexualité que après le mariage. La sexualité, on parle de sexualité
qu'après le mariage. On ne parle pas de sexualité avant le mariage. Et nous formons, nous préparons dans les églises que nous avons, certaines églises qui sont bien constituées, il y a des églises qu'on appelle école du dimanche, où il y a le lieu de former les enfants, de faire des formations, de leur apprendre à connaître ce que c'est que la vie. Mais la sexualité en tant que telle, des choses flagrantes que nous parlons, qui sont quand même des atteintes, nous entendons parler de cela que pendant, des fois des quittes, mais des parents qui viennent, qui nous parviennent, des témoignages qui nous parviennent. Donc c'est à partir de là que nous sentons que le danger est imminent. Et nous, les guides spirituels, ce que nous n'avons qu'à faire, c'est enseigner de toucher du doigt les parents. C'est les parents d'abord. Parce que nous ne pouvons pas faire la police sur tous les enfants. C'est les parents que nous touchons. C'est les parents que nous sensibilisons. C'est les parents que nous éduquons d'abord. Et après, s'ils parviennent à envoyer les enfants à l'église, le temps de culte pendant le jour du dimanche, culte de dimanche, c'est là que nous pouvons enseigner, parler d'autres choses, mais pas la pratique. Mais, pasteur, vous savez qu'il y a des parents qui ont de plus en plus de difficultés à discuter avec leurs enfants. Pourquoi ne pas discuter avec les concernés même, qui sont les jeunes, les adolescents dont on parle ici? Oui, concernant l'église, nous parlons beaucoup. Et c'est là aussi la responsabilité des guides spirituels que nous sommes. Parce qu'il faut s'accentuer sur ce que nous appelons à l'église la sanctification. Il faut beaucoup parler de la sanctification, parce que sans la sanctification, nous ne pouvons voir la gloire de Dieu. Et permettez-moi, si vous me permettez, je peux prendre allez-y. Le verset biblique qui nous dit, tel que par exemple, dans 1 Thessaloniciens, à partir du verset 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3, qui nous dit ceci, il dit, ce que Dieu veut, c'est que votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer à un convoitisme passionné, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, si tu te dis chrétien, si tu te dis enfant de Dieu, la première des choses que tu dois enseigner à ton enfant, c'est d'abord la sanctification, savoir posséder son corps, se préserver jusqu'au mariage. C'est ça le plus important. C'est ce que nous insistons dessus à l'église. Donc nous ne parlons pas de sexualité avant le mariage, si vous me permettez. Docteur Yaoundry, qu'est-ce qui expliquerait cette précocité sexuelle chez les jeunes? Qu'est-ce qu'on peut donner comme explication dans ces cas de figure? Ok, merci beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé un peu de la démission des parents, mais il faut poser les mots, c'est pas trop aussi une démission. Il n'y a que les parents, tout à l'heure on a dit, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui tout ce qui nous retient dans l'occupation au niveau du travail, mais c'est pas sans compter aussi les difficultés pour avoir accès à son lieu de travail et les difficultés d'y revenir. Mais en même temps, pour pouvoir communiquer avec son enfant, il faut avoir la bonne information. Parce que l'enfant recherche la bonne information. Et donc, quand les parents n'ont pas l'information nécessaire, alors ils n'osent pas échanger sur la question de sexualité avec leurs enfants, pas parce qu'ils ne veulent pas. Je connais beaucoup de parents, quand vous discutez avec les parents, parce que nous avons eu à faire des ateliers, des échanges avec des parents pour comprendre le fait de ne pas discuter avec leurs enfants de sexualité. Et la plupart du temps, ils vous disent, moi-même, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment aborder la question avec lui. Et certains se disent, commencer à aborder la question avec mon enfant, ça veut dire que je dis à mon enfant qu'il a le quitus d'avoir des relations sexuelles. Et c'est en cela que je rebondis sur l'intervention du pasteur tout à l'heure qui a dit, on parle de sexualité dans le mariage. Il faut qu'on distingue la sexualité du sexe. Le sexe fait partie de la sexualité. Mais la sexualité, c'est d'apprendre à l'enfant, il a dit tout à l'heure quand il a pris Thessaloniciens, on a dit de préserver son corps. Mais pour préserver son corps, il faut connaître son corps. Et connaître son corps, c'est depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte.
Et quand on dit connaître son corps, ça veut dire il faut parler de son corps. Et quand on parle du corps de l'enfant, on parle de tout ce qui est développement, ce qui pourrait arriver pour que l'enfant ne soit pas surpris des événements qui vont arriver dans sa vie en ce qui concerne son corps. On est en train de parler de sexualité. Donc la sexualité, c'est pas tout de suite le sexe. Le sexe fait partie de la sexualité. Donc, en tant que guide aussi, il faut qu'on puisse aussi communiquer. Vous avez dit tout à l'heure, pourquoi ne pas communiquer avec les enfants? Je pense que c'est la responsabilité de tous. Les parents doivent le faire, nos guides doivent le faire. Aussi, ces jeunes que vous avez qui sont des éducateurs que nous appelons les éducateurs de pair, parce que aussi on dit, quand les jeunes parlent entre eux, ils se comprennent mieux. Donc, un des canaux aussi, c'est de passer par ces jeunes qui sont les pères, leur donner la bonne information pour que ces jeunes puissent alors apporter cette information à leur père et échanger avec eux sans faux fuir. Monsieur Banyebois, oui. Quelle est la responsabilité de l'école, des enseignants dans cette précocité? La responsabilité de l'école, j'entends bien, j'allais même dire la responsabilité de tout le monde. C'est que, vous savez, la nature a horreur du vide. Vous portez votre part de responsabilité en tant qu'enseignant. Oui, mais en tant qu'enseignant, c'est une question d'éducation. L'éducation commence par la maison. L'enseignant, il est là pour certes éduquer, instruire. Mais si son travail n'est pas soutenu par la maison, c'est-à-dire par les parents, je pense que on va avoir deux informations différentes. Quand on part à l'école, on le détruit à la maison. Mais entre l'école et la maison, il y a l'école parallèle. C'est-à-dire, depuis l'école qui est une institution, la maison qui est une institution, et le vide qui est entre l'école et la maison, qu'on appelle l'école parallèle, les réseaux sociaux, les amis, les informations sont détruites. Alors, à l'école, rassurez-vous déjà, en Côte d'Ivoire, nous avons commencé ce que nous appelons l'éducation complète à la sexualité. Et comme l'a dit le docteur, on part depuis la petite enfance jusqu'à la fin du cycle secondaire. Alors, nous faisons l'effort de dire, mais j'avoue que par le passé, dans les curricula de formation, on pouvait décrire simplement le corps humain, on ne parlait pas de tous les aspects qui peuvent concerner l'éducation sexuelle en tant que telle. D'ailleurs, récemment, lorsque nous avons abordé dans nos différents curricula de formation, nous avons essayé de mettre l'éducation complète, mais ne dites pas que ça passe tout de suite. Ça passe pas tout de suite auprès des parents, auprès des guides religieux, auprès même de la communauté. Et moi, j'étais à un atelier, quand on a parlé de l'éducation complète à la sexualité, en réalité, ce terme ne veut même pas dire qu'on apprend le sexe aux enfants. C'est un terme qui veut dire qu'on donne les armes de la vie aux enfants, connaître leur corps, savoir choisir face aux différents fléaux qui se posent à eux, dont les fléaux sexuels, comment avoir le discernement pour faire le bon choix et éviter d'être malade. C'est ça, l'éducation complète. Mais dès que les parents, la communauté entendent le mot sexuel, tout le monde se braque. Et j'étais à un atelier quand une dame d'un certain âge a dit, mais attends, éducation sexuelle dans nos écoles, on va apprendre ça encore à nos enfants. Ben, on a tous commencé à rire, ceux qui connaissaient la terminologie ont commencé à rire, mais on a dû lui dire gentiment, il ne s'agit pas d'apprendre à faire. D'ailleurs, apprendre à faire le sexe, vous avez entendu une fois, on n'apprend pas, chacun va. Et depuis l'Antiquité, c'est comme ça les gens apprennent sur le temps. Donc l'école accepte sa responsabilité d'avoir eu auparavant des curricula de formation qui n'abordaient pas en profondeur la question de l'éducation complète à la sexualité, mais aujourd'hui c'est presque chose au fait. Il faut que nous ayons des alliés qui viennent de la maison, qui viennent de la communauté, pour que nous puissions mieux permettre aux enfants d'avoir les armes de se défendre. Voilà. Pasteur Mabli, dites-nous, l'Église vient d'être interpellée dans l'intervention de M. Yeboah. Alors, quand un enfant arrive devant vous, une adolescente, qu'est-ce que vous leur dites quand les adolescentes arrivent devant vous, vous en tant que pasteur? En tant que pasteur, guide spirituel, nous avons beaucoup de procédés. Ça dépend de chaque congrégation.
Mais je dirais plutôt que j'insiste et je persiste pour dire qu'à un certain âge, nous ne parlons pas de sexualité. Mais nous insistons dessus pour dire que la sexualité, c'est dans le mariage. Est-ce que ce n'est pas une erreur pour vous j'allais dire, d'éliminer une tranche de population pour dire, bon, écoutez, on parle de sexualité seulement à ceux qui sont prêts pour le mariage, alors qu'on regarde qu'il y a tout un fossé de l'autre côté où les enfants sont nombreux à être dedans. Si nous savons, parce que vous savez, la Bible nous dit dans 2 Timothée 3:1 que sachez que les derniers jours, le temps seront très difficiles. Très très difficiles. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas étonnés qu'aujourd'hui, la mentalité des jeunes a changé. C'est-à-dire que les jeunes sont confrontés, sont dans des contacts en dehors de l'église, en contact en dehors des parents. Ils ont des contacts en dehors des parents. Et ce que veut dire, c'est pour cela, l'église aujourd'hui s'érige des sections pour pouvoir former, pour pouvoir parler. Parler, c'est-à-dire que attirer la conscience des gens sur la base biblique. Nous appuyons sur la base biblique pour pouvoir conduire les enfants selon le Seigneur, pour que l'enfant ne dévie pas. Parce que il faut apprendre d'abord ces choses-là à l'église. J'ai dit qu'à l'église, généralement, en dehors de l'église, le dimanche, qui est le jour du sabbat, il y a d'autres jours où on demande à certains adolescents de venir. Et c'est difficile de cadrer les jeunes. Il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui profitent pour aller ailleurs. Mais nous disons que ceux qui viennent, nous les formons sous la base biblique. Nous prenons des thèmes bibliques pour pouvoir enseigner les enfants concernant ce que c'est que la sexualité. On leur dit non, attention. On ne parle que de la sexualité c'est un danger. On ne parle que de la sexualité qu'après le mariage. Mais pour l'instant, si tu te dis que tu es enfant de Dieu, que tu as reçu, comment on appelle, que tu as le pouvoir que le Seigneur t'a donné comme enfant de Dieu, la première des choses que tu dois savoir, c'est de te préserver, de te mettre loin de ce que c'est que le sexe, mais de te concentrer sur ta vie, ta foi, de grandir dans la foi, de marcher selon la foi. Et quand il y a des questions pertinentes, nous avons des autorités que nous avons érigées qui les suivent. Quand il y a une question qu'ils ne comprennent pas, ils s'approchent de leur dévancier, comme nous le disons toujours, de Timothée 2, verset 22, il dit, fuyez les passions de la jeunesse, mais recherchez la paix et la foi du Seigneur avec ceux qui invoquent le Seigneur des cœurs purs. Donc il y a toujours des personnes qui les encadrent pour dire, ah, quand tu ne comprends pas quelque chose, il y a des personnes avec qui il ne faut pas marcher. Il y a des personnes avec qui il faut marcher. Et là, voici la voix d'un enfant de Dieu. Mais par contre, c'est ce qu'il dit, les choses sont difficiles, ça nous échappe. Il y a des choses qui nous échappent. Ah, c'est pour ça qu'il faut revoir la façon de faire. C'est pour ça qu'il faut revoir la façon de faire, pasteur. Je suis d'accord. Permettez-moi, je reviens. Il y a des choses qui nous échappent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi, je mets un guillemets, l'éducation que nous avons eue hier et celle d'aujourd'hui est différente. Ce n'est pas la même chose. Non, pas les mêmes valeurs. Il y a aujourd'hui des enfants, des parents qui prennent les enfants comme des œufs. Même pour les pas taper, nous, à notre temps, on nous frappait à l'église, à l'école. On nous éduquait durement. Mais aujourd'hui, permettez-moi, l'éducation d'aujourd'hui est différente. De telle enseigne, le dimanche, pendant les cultes, ou même les cultes du dimanche, qu'on appelle l'école du dimanche, tu verras différentes manières de voir, différentes manières de réagir. Et même l'école du dimanche, quand on enseigne aux enfants, c'est difficile. C'est difficile de voir réellement qu'il y a des enfants qui suivent. Donc, dans ces cas d'espèce dont nous parlons, je veux vous dire que la responsabilité n'est pas seulement le pasteur, mais la responsabilité, permettez-moi, est partagée. C'est partagé. Il y a des guides spirituels, il y a des parents, et je peux dire même, il y a l'État qui a sa part. On va donc entendre Mme Camara sur la question, parce que j'ai vu que Mme Camara n'était pratiquement pas d'accord avec tout ce que vous étiez en train de dire, pasteur. Oui, madame, allez-y, donnez votre avis sur la question. C'est-à-dire, avant la puberté, il faut une éducation parentale. Expliquer à l'enfant des principes de base d'une famille, sa provocation qui passe les rapports sexuels, mais dans les conditions normales. Maintenant, à la puberté, et avec la puberté, il y a les changements physiques. Il faut discuter avec l'enfant.
C'est-à-dire quand elle trouve son corps transformé. Il y a une transformation, sans seulement qu'il y a le désir, il y a comment dire, comme les autres. Entre les garçons. C'est en ce moment qu'on doit intervenir, les parents doivent intervenir dans l'éducation de l'enfant. On va écouter donc docteur Nathalie là-dessus. Allez-y, docteur. Allez-y, je vous en prie. Vous avez une question, certainement, ou bien une préoccupation, parce que le pasteur a parlé, vous n'étiez pas d'accord justement sur sa position. Ok, en fait, je respecte bien la position, mais je voudrais dire, quand le pasteur même dit qu'aujourd'hui les choses ont changé, aujourd'hui les enfants, l'éducation des enfants n'est pas aussi facile, alors que nos pasteurs sont ceux-là aussi, qui sont les personnes aujourd'hui qui sont les plus écoutées. Quand quelqu'un infidèle se retrouve à l'église ou à la mosquée, ce sont des personnes qui écoutent nos pasteurs. Donc, quand on parle, on dit non, on parle de sexualité après le mariage. Mais et pourtant, dans nos églises et autres, on fait l'école du mariage. L'école du mariage, c'est quoi? C'est préparer à rentrer dans la vie conjugale. Mais dans cette préparation de vie conjugale, il n'y a pas une place pour parler de sexualité, parce que ce n'est pas encore le sexe. Ce qu'on déplore, c'est de rentrer dans le mariage, dans la chasteté. Mais parler de sexualité ne veut pas dire qu'on est en train de rompre avec la chasteté. Ça va encore renforcer le choix de la personne à qui on parle, parce que on va lui donner les éléments nécessaires en ce qui concerne son corps, en ce qui concerne les transformations dont Mme Camara parle, parce que si la jeune fille, le jeune garçon n'est pas préparé, qu'à un certain âge, tu vas avoir ton corps qui va changer, c'est dû aux hormones que tu produis qui est en train de te faire rentrer dans l'âge de l'adolescence pour devenir adulte. Donc, tu vas avoir certains comportements. S'il n'est pas préparé à ça, certains vivent très mal l'adolescence. Et malheureusement, ils ne savent pas à qui s'adresser. Parce que si à la maison, il n'y a pas de parents à qui parler, à l'église, où on est censé avoir des oreilles, parce qu'on a dit tout à l'heure, il y a au niveau de nos églises, il y a des personnes qui les accompagnent. Mais si ces personnes qui les accompagnent leur disent, on va vous accompagner dans tout, mais on ne parle pas de sexualité, à qui l'enfant va poser la question? Laissez l'ouverture aux enfants de venir poser leurs préoccupations et de les recadrer. Mais si on ne fait pas comme on l'a dit, l'enfant ira chercher l'information et il trouvera l'information. Malheureusement, très souvent, ce n'est pas la bonne information et les dégâts arrivent. Donc c'est important, je pense. On dit que les choses ont changé, pasteur. Vous avez dit que les choses ont changé. Donc au niveau de l'église aussi, il faut mieux nous accompagner, nous les parents. C'est vrai, les parents ont une grande part. Mais comme on le dit, nos enfants écoutent bien et je sais qu'au niveau même des religieux, il y a l'Alliance des religieux qui parle aujourd'hui de procréation responsable, qui sont engagés dans la question de l'éducation complète à la sexualité avec le volet qui est mis sur la communication parent-enfant. Qui dit communication parent-enfant, ça veut dire qu'il faut donner l'information sur la sexualité aussi bien à l'enfant et au père pour qu'ensemble, les deux puissent échanger et trouver l'information qui est juste pour l'enfant. Donc je pense qu'il faut remettre aussi, il faut revoir la façon de conduire l'éducation au niveau de nos lieux de culte. Il faut parler de sexualité. Je dis toujours, ce n'est pas le sexe, mais la sexualité. Monsieur Yeboah, l'école est l'endroit où l'enfant passe encore beaucoup plus de temps. Moins de temps, j'allais vous dire. Moins de temps, j'allais vous dire. Le programme scolaire n'offre. Est-ce que vous comprenez la position du pasteur face à cette question? Justement, l'école offre moins de temps. Sur une journée, nous avons 24 heures. Les enfants ont trop passé à l'école, c'est tout au plus 6 heures ou 8 heures. Les autres heures, vous voyez, presque 18 heures, les enfants passent ça entre la maison et, je veux dire, leur environnement. Voilà, donc ils ne passent pas plus d'heures à l'école. Mais l'école a cela d'être une institution qui les encadre, qui a des règles, qui leur dit ce qu'il faut faire. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce qui est dit à l'école soit soutenu. Mais j'allais dire avec Pasteur que il parle des temps qui ont changé. Oui, on peut dire que les temps ont changé, mais l'être humain n'a pas changé. Tout le monde passe après la naissance, grandit, vient par l'adolescence. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est devenu adulte sans passer par l'adolescence. Si vous lisez la littérature, vous avez les écrits
écrits de Confucius, les écrits de Socrate, qui vous parlent en 1400 ans avant Jésus-Christ, vous allez comprendre que à la lecture seulement de ce qu'il qualifie, de la manière de qualifier les adolescents et les jeunes, vous allez vous croire en 2020 ou à 2021. Ça veut dire que les adolescents ont toujours été ces personnes qui se métamorphosent à un moment de leur vie, et tout ce qui se passe dans le corps humain là, ça se passe dans leur corps. Et ça c'est depuis toujours, ce n'est pas maintenant. Alors avec pasteur, allez-vous vouloir qu'aujourd'hui on chicote encore les enfants, mais il ne faut pas vraiment enfreindre aux droits des enfants. Je l'ai dit d'entrée, rechercher l'information sur son corps, rechercher l'information sur ses sentiments, rechercher l'information sur les questions de sexualité, ça fait partie intégrante des droits des enfants. Rechercher comment se protéger quand on doit aller à la sexualité, ça fait partie des droits des enfants. Donc nous devons aller avec eux. Nous devons arrêter de fermer le soleil avec la main, alors que nous savons que la superficie de la main ne peut rien pour fermer la lumière du soleil. Il faut qu'on soit courageux. C'est pour ça tantôt j'ai parlé de l'encadrement. Encore, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde ne vient pas à vos cultes. Bien sûr. Quand vous regardez la proportion de la population de notre modeste pays, il y a combien qui sont chrétiens? Donc on ne peut pas dire les préceptes religieux peuvent gouverner le comportement des humains. Vous avez votre parti d'être chrétien, on le respecte, mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent même pas ce que vous dites à l'église. Les parents ont du mal à communiquer avec leurs enfants. Nous-mêmes, en tant que cadre, nous avons du mal à communiquer avec nos enfants, malgré tout ce que nous lisons. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas facile. On a des tabous. On ne veut pas franchir le pas. Mais je l'ai dit aussi tantôt, la nature a horreur du vide. Quand vous ne donnez pas l'information, les enfants vont aller chercher l'information là où elle se trouve, de la bonne ou de la mauvaise manière. Donc on doit être très courageux pour dire qu'est-ce qu'on peut dire, qui peut m'aider à le dire et comment est-ce que je vais le dire. Il y a une question de méthodologie qui manque. C'est pour ça que les enfants sont sexuellement actifs. Ils cherchent. Et personne ne les encadre pour dire on fait ceci, on ne fait pas cela. Voilà, donc c'est un peu, ne disons pas qu'on doit retourner à Mathusalem. Non. Alors, M. Yeboah, donc, vous demandez l'implication de l'Église. De tout le monde. Justement, de tout le monde. Alors, on poursuit ce débat. Vous allez réagir tout à l'heure. Pasteur, l'une des solutions, c'est les produits contraceptifs. Puisqu'on y est dans ce débat, pouvez-vous, n'est-ce pas, docteur Yaoundri, nous citer les différentes méthodes contraceptives que nous avons? Ok, merci bien. Donc il faut dire que déjà nous avons la contraception moderne et puis nous avons la contraception naturelle. Expliquez-nous. Aujourd'hui, quand on parle de méthode contraceptive, nous sommes dans la contraception qui est moderne, c'est-à-dire qui utilise tout ce qui est produit qui sont des produits médicaux. Et il y a ce qu'on appelle la contraception naturelle. Il y a aussi que, en parlant de contraception, on parle de méthodes qui soient réversibles et de méthodes irréversibles. Donc quand on parle de méthodes réversibles, c'est tout ce qui concerne des méthodes qu'on va prendre et à un moment donné, quand on voudrait retomber enceinte, on arrête la méthode et tout de suite on peut tomber enceinte. Donc en cela, nous avons ce que les gens connaissent de plus, les pilules, nous avons le préservatif, nous avons les injectables, nous avons les méthodes de longue durée qui sont le DIU ou le dispositif intra-utérin, et puis nous avons aussi l'implant qu'on le met dans l'avant-bras. Et maintenant, pour parler des méthodes qui sont irréversibles, c'est dire que pour cette méthode, quand on la prend, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, donc on a chez l'homme la vasectomie et puis chez la femme qui est la ligature des trompes. Alors, ces explications données, madame, est-ce que vous acceptez que les enfants, nos adolescentes puissent intégrer ces différentes méthodes pour lutter peut-être contre la sexualité ou bien contre les grossesses précoces? Dieu merci pour la question. Nous étions tout à l'heure en train de faire le débat. Nous avons parlé de l'information. Et nous, je suis de l'association ivoirienne pour le bien-être familial, donc nous sommes pour le bien-être des familles. Et donc, quand nous parlons aux enfants, quand nous parlons de contraception,
Vous savez que la première méthode contraceptive, c'est l'abstinence. L'abstinence, elle est efficace à 100%. C'est-à-dire, si tu ne fais rien, tu n'as rien. Donc, nous donnons l'information à nos enfants, nous faisons l'éducation complète à la sexualité pour donner l'opportunité aux enfants de faire le bon choix. Maintenant, nous parlons de précocité de rapports sexuels chez nos enfants. Alors, pour ceux-là qui, malgré les informations qui sont données, qui malgré tout ce qui est dit sur l'abstinence et mettre en avant leurs études, et arriver à un âge, aller en rejoignant les religieux, aller dans le mariage avant d'avoir les rapports sexuels, quand cela n'est pas fait, est-ce qu'il faut laisser ces jeunes comme ça aller et avoir une grossesse qui, on le sait, qui sera une grossesse précoce non désirée? Et quand on dit grossesse non désirée, la plupart des grossesses non désirées vont conduire à des avortements et qui sont des avortements à risque. Et quand on dit avortement à risque, ça veut dire, si on a la chance, on va sauver cette jeune fille avec des séquelles, mais sinon, on la perd. Donc, entre laisser la jeune fille livrée à elle-même et contracter cette grossesse pour laquelle elle va s'adonner à l'avortement, nous disons, les méthodes contraceptives ne sont pas contre-indiquées pour les adolescents et jeunes. Donc, nous donnons toutes les informations sur les méthodes. Toutes les méthodes contraceptives que j'ai citées peuvent être utilisées par les adolescents et jeunes. Donc, un adolescent et jeune sexuellement actif qui voudrait utiliser une méthode, je ne verrai pas d'inconvénient à ce que cet adolescent ait sa méthode. On a parlé tout à l'heure des adolescents de 11 à 15 ans. Serez-vous pour que les adolescents de 11 à 15 ans soient mis sous contraceptif? Monsieur, tout à l'heure, oui, on a parlé de la problématique des grossesses. Et nous avons vu des enfants de 9 ans, des enfants de 10 ans qui sont enceintes. Et ces enfants de 9 ans, 10 ans qui sont enceintes, si ces enfants ont eu la chance d'être conseillés par des bonnes personnes, ces enfants vont conserver leur grossesse et aller à l'accouchement. Mais ce sont des grossesses qui sont appelées des grossesses à risque. La petite de 9 ans, on a parlé tout à l'heure de sexualité, où il faut apprendre à l'enfant à connaître les changements qui sont perpétrés sur son organisme. Ça veut dire qu'il y a une transformation qui se fait jusqu'à ce que l'enfant arrive à l'âge de la maturité où l'enfant est apte à porter une grossesse. 9 ans, l'enfant n'a pas son organisme qui est constitué, qui est prêt à recevoir une grossesse. Donc c'est une grossesse à risque qui, au moment de l'accouchement, durant toute la grossesse, il peut avoir des complications et au moment de l'accouchement, il peut avoir des complications. Si cette jeune fille n'a pas eu la bonne information, qu'elle a été conseillée par des amis qui connaissent des techniques pour se faire avorter, cette petite va aller se faire charcuter et elle risque d'en mourir. Donc, si une jeune fille vient et qu'elle est sexuellement active, elle demande la méthode, il faut lui donner la méthode. On a dit tout à l'heure, c'est son droit. Nous commençons par conseiller aux enfants d'observer l'abstinence. Nous donnons toutes les informations en matière de santé sexuelle et de la reproduction qui vont jusqu'à savoir ce que c'est que les relations de camaraderie, les relations d'amitié, comment négocier, comment dire non. Tout ça, ce sont des éléments que nous donnons à nos enfants pour que ces enfants ne soient pas très tôt sexuellement actifs. Mais s'ils le sont, il ne faut pas les laisser livrer à eux-mêmes. Écoutons M. Yeboah qui veut dire je voulais relever son point de vue par rapport à cette question. Parce que là, c'est une question importante. Quelle est votre position face à cette situation? Oui, je voulais relever ceci. La contraception, les moyens de contraception. La contraception, étymologiquement, c'est contrer la conception. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de conception. La contraception ou les moyens de contraception ne peuvent en aucun cas empêcher l'activité sexuelle. Ça peut empêcher de concevoir, mais pas l'activité sexuelle. On a qu'à être très clair là-dessus. Ce n'est pas donner. Si un enfant Monsieur Yeboah, est-ce que cette méthode ne permet pas de livrer les enfants à une activité sexuelle? Mais non. Je suis contre. Non. Pas que la méthode. C'est pas que c'est la méthode qui encourage l'activité sexuelle. Je vais dire simplement contraception, ne pas concevoir. C'est ça pour ça qu'on a
Elle a parlé de préservatifs. Le docteur parlait de préservatifs, parlait de toutes les autres méthodes chimiques, parlait même de des méthodes irréversibles. Tout ça pour ne pas aboutir à une conception. Donc, véritablement, c'est pour éviter que les enfants ne conçoivent, ne fassent bébé. Voilà, d'être terre à terre, ne fassent bébé. Mais à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, si quelqu'un est sexuellement actif, il ne faut pas lui permettre de faire un bébé. C'est-à-dire ne l'amenez pas à faire un bébé. Parce que ici on va au-delà de la conception. Vous allez voir toutes les conséquences qui suivent avec être mère trop tôt. Aussi bien pour la fille, pour ses parents. C'est-à-dire un enfant qui fait un enfant. C'est toutes ces conséquences-là. Mais ça n'a jamais été... La conception n'est pas là pour dire j'empêche que le sexe se passe. Ce n'est pas, en réalité, à mon avis, ce n'est pas ça. Alors, vous avez posé la question cruciale. Êtes-vous d'accord que... Êtes-vous pour qu'on donne la contraception? Si tel est que nous ne voulons pas que les enfants conçoivent, alors il faut faire par conseil, par méthode, par moyen, pour que ces enfants n'arrivent pas à concevoir. Okay. C'est-à-dire, s'ils sont sexuellement actifs, faire tout pour ne pas que ces enfants conçoivent, parce qu'on redoute plutôt les conséquences, les répercussions qu'il y a quand on conçoit un bébé. Monsieur Je suis tout à fait d'accord. C'est compris. Est-ce que vous comprenez, pasteur Magloupin, est-ce que vous comprenez la position de docteur et de monsieur Yeboah sur cette question de contraception? Qu'est-ce que pense l'Église là-dessus? L'Église rejette tout ce qui est contraception. Rejette entièrement tout en bloc. Tout en bloc. Ça, ce n'est pas, c'est aller contre la pensée même de Dieu. Permettez-moi, nous disons dans le livre de Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est bon, quelle est la volonté de Dieu. Dans toutes choses, nous devons savoir la volonté de Dieu. Est-ce le fait de prendre le contraceptif qui fait partie de la volonté de Dieu? Nous disons non. Dieu dit de préserver son corps, de garder son corps, jusqu'à ce que tu ailles au mariage. S'il s'agit d'enseigner les enfants, de les faire comprendre leur morphologie, c'est possible. L'Église le fait. Oui, les enfants qui ont atteint l'âge de puberté, qui peut-être qu'on ne peut pas les cadrer, on les recadre par la parole de Dieu. Jusqu'à ce que ceux qui sont là, jusqu'à ce qu'ils aillent jusqu'au mariage. Mais dit que l'Église va accepter la contraception. Nous disons non, parce que c'est aller contre. Mais par contre, il y a une autre solution que l'Église propose, qui est encore beaucoup plus intéressant. Très intéressant. Nous allons toujours sur la base doctrinale, qui est la parole de Dieu. Et là, les parents ont leur part de responsabilité. Deux, j'ai dit que l'État n'a pas de responsabilité. Et nous aussi, nous n'avons pas de responsabilité. C'est d'envoyer toujours sur la table d'éducation, sur la table de discussion, de faire comprendre les enfants. Permettez-moi, je le vois ici par exemple, 2 Timothée chapitre 2 dit, « Or, il faut que un serviteur du Seigneur ait des querelles qui doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, les espérant que Dieu leur donnera la repentance pour parvenir à la connaissance de la vérité. » Donc c'est dans l'enseignement par la parole de Dieu, doucement, avec beaucoup de patience, que nous parviendrons à transformer les enfants spirituellement, non pas avec les contraceptions. Madame Camara Minata, est-ce que vous comprenez tous ces avis qui sont émis ici concernant les contraceptions, les méthodes contraceptives? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Quelle est votre position là-dessus? Mon avis, c'est d'abord un adolescent qui n'a pas encore les rapports sexuels. Il faut pouvoir l'éduquer, lui expliquer les dangers même des rapports. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il a les organes matures, mais les rapports sexuels, il faut attendre. Il faut s'abstenir jusqu'au mariage. Et là, quand ils sont sexuellement actifs, là, on peut utiliser les méthodes. Mais bien avant ça, il faut une éducation. Alors, ça s'abstenir, en partie, je suis d'abord les ados qui n'ont pas de rapport sexuel. Je ne suis pas d'accord pour les contraceptifs. Donc vous préférez qu'on enseigne... Mais là, qui sont sexuellement actifs, comme le docteur l'a dit,
Mais bien avant ça, je veux que ce soit la prévention, conseiller les enfants, voir les risques en ayant les rapports sexuels, qu'est-ce qu'il peut avoir comme conséquences. Il y a les grossesses indésirées, les IST, le VIH. C'est ce que je préconise, quoi. C'est-à-dire expliquer d'abord aux enfants. Ça commence depuis la base, les parents. Pour pouvoir éduquer les enfants, leur expliquer. Et ensuite, maintenant, quand ils sont sexuellement actifs, il faut voir les contraceptions. Alors, face aux enfants sexuellement actifs, docteur, est-ce qu'il faut se murer derrière cette position de l'Église qui dit, bon, écoutez, il faut les enseigner la parole et puis, bon, espérer qu'ils vont aller jusqu'au mariage? Merci d'avoir lu dans ma pensée, parce que je voulais cette parole. Bon, je vais dire au pasteur. Je voulais dire au pasteur. Il a dit, non, on ne va pas donner la contraception pour enseigner le sexe aux enfants. La contraception même n'est pas là, les enfants sont sexuellement actifs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la loi qui régit l'avortement, jusqu'à un passé très récent, l'avortement n'était autorisé que lorsque la grossesse met en danger la vie de la mère. Mais, une étude réalisée par l'AIBEF en 2007 pour voir la prévalence des avortements, et ce sont les avortements à risque, a détecté 42% d'avortements qui sont réalisés dans des situations qui sont inadéquates. Donc, qui veut dire des risques, 42% de cette population qui est tombée enceinte et qui ne voudrait pas garder sa grossesse, qui allait faire un avortement. Alors que l'avortement est interdit en Côte d'Ivoire. Donc, si c'est interdit que les gens font, vous pensez que c'est parce qu'on va donner la contraception aux enfants alors qu'on va aller à la dépravation? Mais les choses sont déjà là. Les enfants sont actifs. Vous dites, parlons aux enfants. En même temps, vous dites, nous ne parlons de sexualité que dans le mariage. Mais ceux dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas dans le mariage. Oui. Ceux dont nous parlons aujourd'hui, nous parlons des adolescents et jeunes qui ne sont pas dans le mariage. Si on ne leur donne pas l'information comme vous le dites, parce qu'on doit attendre qu'ils soient dans le mariage pour donner l'information. Donc, ils n'ont pas l'information sur la sexualité. Donc, comment ils font pour se prendre en charge? Parce qu'on vous dit, à l'âge de l'adolescence, alors toute cette transformation, les hormones qui viennent entraînent des pulsions pour ces enfants. S'ils ne sont pas conseillés, ils ne sont pas informés, ils ne sauront pas gérer cela. C'est un danger devant le Seigneur. C'est un danger pour toi. Si tu connais le sexe avant le mariage, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, la Bible en parle partout. 1 Corinthiens 5, 11, nous parlons de toutes ces choses. Mais je n'ai pas dit qu'on ne parle pas de la sexualité. D'accord, oui, on vous a suivi, pasteur. Oui. Très rapidement, on va poursuivre cette émission pour demander, je commencerai toujours par docteur Ndri, pour savoir quel est l'état des lieux de l'accessibilité des produits contraceptifs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, docteur. Ok, merci. Il faut dire que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la question de la contraception au niveau même de l'État ne se pose pas véritablement. Je dis véritablement, je pèse les mots parce que aujourd'hui, dans pratiquement tous les centres de santé, quand on prend l'étude qui a été réalisée récemment par le ministère de la Santé, on parle d'être autour de 90% de couverture en matière de méthodes contraceptives. Et quand on parle de méthodes contraceptives, quand on parle de 90%, ça veut dire que 90% des établissements sanitaires publics offrent au moins 2 méthodes de contraception, c'est-à-dire pilules injectables. Donc, pour dire que les méthodes aujourd'hui sont disponibles, donc ça montre un engagement de l'État, ce qui est de la contraception. Mais en même temps, les conditions d'accès à ces méthodes contraceptives sont un peu controversées. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne dispose pas de loi en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Or, c'est cette loi qui va décrire et définir comment on a accès, qui a accès à ces méthodes contraceptives. Donc, du coup, il y a une partie de la population qui n'a pas assez, bien que étant dans son droit d'y avoir assez. Comprenez? Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes les organisations de la société civile, qui accompagnons l'État dans cette mission, nous avons des programmes, nous avons des projets que nous mettons en œuvre pour faire connaître, comme je l'ai dit, toujours parler d'éducation sexuelle aux jeunes, mais en même temps, dit qu'à côté, il y a ce qu'on appelle les méthodes contraceptives qui ne sont pas un danger pour les jeunes, mais qui, bien au contraire, vont amener les jeunes
à vraiment prendre la décision qu'il faut. Et je vous dis, c'est pas parce que la contraception existe que alors on va s'adonner à tout ce qu'il y a comme cesse. Donc, aujourd'hui, les méthodes sont disponibles, l'information est passée et nous utilisons plusieurs canaux pour passer l'information sur la disponibilité, sur tout ce qui pourrait arriver en utilisant cette méthode, bien entendu, en faisant attention et en dissipant tout ce qu'il y a comme rumeur. Parce que l'état des lieux aussi, c'est que les méthodes sont disponibles, contrairement à ce que les gens pensent, mais ce n'est pas utilisé. Aujourd'hui, quand on parle de la prévalence contraceptive, on est autour de 19, on part à 19, on arrive à 21%, ça dépend de l'estimation qui est faite, autour de 21%, alors que les besoins non satisfaits sont à 27%. Et quand on parle de besoins non satisfaits, c'est la personne qui veut utiliser une méthode mais qui n'y a pas assez. Alors que je vous dis que 90% des établissements sanitaires publics offrent les méthodes. Et pourtant, ceux qui disent vouloir avoir accès à ces méthodes et qui n'y ont pas accès sont nombreux. Donc pour dire qu'il y a des choses aussi à faire quant à l'utilisation de ces méthodes contraceptives qui ne sont pas un danger pour nos populations, mais bien entendu qui vont aider ces personnes qui sont sexuellement actives, qui ne veulent pas avoir de grossesse, à éviter cette grossesse pour ne pas aller à l'avortement qui est un danger quant à la fertilité et même qui peut mettre en jeu la vie de cette jeune fille qui va s'adonner à cet avortement qui est à risque. Nous vous l'annoncions en début de cette émission, nous allons tout de suite recevoir un jeune engagé dans la question de la santé sexuelle. Il s'agit de Paul-Philippe Nguessan, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, président du mouvement Action des jeunes. Tout de suite. Il nous a donc rejoint sur notre plateau. Paul-Philippe Nguessan est étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, je l'ai annoncé, président du mouvement Action des jeunes. Il est donc sur ce plateau. Bonsoir Paul-Philippe. Bonsoir. C'est un plaisir également de vous avoir. Le plaisir est partagé. Quelles sont vos doléances? Qu'est-ce que vous demandez? Peut-être à l'État et peut-être aux jeunes. D'accord, donc à l'État, ce que nous on demande, c'est de nous donner les moyens et les autorisations nécessaires pour pouvoir aller vers nos pères jeunes, leur donner d'abord la bonne information. Et après avoir donné cette bonne information, les encourager à avoir des comportements sexuels sains et responsables. Et en parlant de comportements sexuels sains et responsables, c'est d'abord prôner l'abstinence pour ceux qui ne sont pas encore sexuellement actifs. Et même pour ceux qui sont sexuellement actifs, qui désirent l'arrêter, ils peuvent pratiquer l'abstinence secondaire. Par contre, il y a certains qui ont comporté... Et c'est quoi l'abstinence secondaire? Voilà, l'abstinence secondaire, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels pendant une période et décider de l'arrêter. D'arrêter ces rapports sexuels. Allez-y, voilà. Et pour ceux qui sont sexuellement actifs et pour qui c'est difficile d'arrêter les rapports sexuels, c'est de leur dire... Ce n'est pas fini, il y a les méthodes de contraception qui existent. Il y a les préservatifs qui existent, qui ont à la fois une double protection, qui permettent d'éviter les grossesses non désirées et aussi permettent de lutter contre les IST et VIH-Sida. C'est vrai, les jeunes ont très souvent peur de grossesses non désirées, mais il y a aussi les IST et VIH qui existent. Donc on les encourage à utiliser très souvent les préservatifs lors des rapports sexuels. De manière systématique et correcte, bien sûr. Alors merci Paul-Philippe. Nous allons profiter et faire un rapide tour de table pour justement parler des solutions dans le cadre de l'accessibilité des produits contraceptifs chez les adolescentes. Oui, nous commençons par vous. Oui, j'allais dire que déjà dans la population en général, il y a 14 à 15% de la population qui est conçue par les adolescents. Quand on parle d'adolescents, on parle de cette tranche de population qui ne sont pas capables d'abord de s'assumer. Donc, ceux-là, en faisant des enfants, en produisant une autre population, ils aggravent les problèmes de l'État, du pays. Donc, la solution, c'est que, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, n'ayant pas de loi sur la SR qui encadre ce que le prestataire doit faire, un prestataire de santé, doit être couvert par une loi sur la santé de la reproduction qui permet de dire j'administre mon ordonnance de cette façon ou de cette façon. Un bénéficiaire peut dire je peux aller partout pour bénéficier, et si cette loi n'est pas prise, vous voyez que ça muselle presque tout le monde.
Alors, pasteur Mabliquan, vous avez suivi le témoignage du jeune Paul Philippe. Déjà, est-ce que vous ne sentez pas, pour votre dernier mot, que vous avez un engagement face à cette jeunesse, un engagement beaucoup plus sérieux que ce que vous nous faites aujourd'hui? Merci. C'est un cri de cœur. Nous voyons, nous sommes des parents, nous sommes peinés. Nous voyons ces choses. Et c'est la vérité. Mais je dis aussi que la responsabilité, j'insiste toujours pour dire que la responsabilité est partagée. Nous, en tant que guide spirituel, nous n'encourageons pas la contraception et nous refusons en bloc. Mais nous mettons sur table pour dire que chacun de nous, si tu te dis réellement un enfant de Dieu et que tu sais que tu appartiens au Seigneur Jésus, la question c'est d'enseigner, c'est de parler, de poser la table, quatre sur table, parler à ton enfant. Faisons en sorte que ces enfants puissent avoir alors accès à la contraception. Ça nous permet d'éviter la morbidité. Chez nous, quand on dit la morbidité, tout ce qui a comme conséquence, qui pourrait même aller à l'infertilité, mais aussi la mortalité de nos enfants. Parce que entre la mort et permettre à mon enfant de pouvoir rester en vie et terminer ses études, je pense qu'il y a un choix à faire. Et ce choix-là, il n'est vraiment pas, on ne doit pas hésiter sur ce choix. Parlons à nos enfants. Mais pour ceux pour qui on parle, où le message ne passe pas, permettons à ces enfants d'avoir accès à ces méthodes et nos dirigeants doivent nous y aider. Nos jeunes qui sont nos éducateurs de paix, qui vraiment nous aident beaucoup dans cette sensibilisation, dans cette communication avec leurs pairs, vont continuer de faire ce travail pour relayer l'information. Nous, organisations de la société civile, nous allons toujours continuer de travailler aux côtés de l'État pour que les méthodes non seulement soient disponibles, mais aussi que nous puissions travailler sur les rumeurs. Et quand je dis travailler sur les rumeurs, pour dire, les méthodes contraceptives ne rendent pas stériles. Pour l'heure, il n'y a pas d'étude qui a démontré qu'une méthode contraceptive a rendu stérile une femme. On prend la méthode, on veut tomber enceinte, on arrête sa méthode et on a sa grossesse. À moins qu'on ait un autre problème de santé qui n'a rien à voir avec la contraception. Merci docteur Yaoundri Nathalie. C'est avec vous que nous refermons cette émission. Nous disons merci au consortium Ma Réalité constitué de l'AFJCI, de l'ASAPSU et de MESSI. Un consortium qui pilote le projet intitulé Ma Réalité et mise en œuvre par ces 3 ONG. Merci de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en nos compagnies. Merci à vous tous d'être venus. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes sur Business 24, nos programmes qui se poursuivent.